Somnifère, le podcast. Bonsoir à tous, nous sommes le lundi 10 janvier et Somnifère vous raconte ce soir l'histoire d'une rencontre atypique. Nous sommes à Paris au printemps et un homme tombe sous le charme d'une femme rencontrée par hasard sur un bateau-mouche. Son émoi ne passe pas inaperçu auprès d'un autre passager qui décide d'intervenir et de le mettre en garde contre les dangers de l'amour. Et juste avant cela, une séance de relaxation sous la forme ce soir d'un exercice de respiration pour évacuer toutes les tensions de la journée. Je vous souhaite une excellente nuit et maintenant place à notre séance de relaxation. La séance de relaxation. Le lundi, c'est jamais évident. Les températures s'adoucissent. Beaucoup d'entre nous avons ressorti les parapluies, ce qui peut ajouter au blues de ce début de semaine. Notre séance de relaxation ce soir est destinée à laisser aller. Laisser aller les tensions, les inquiétudes, les tracas, qui appartiennent soit au passé, soit au futur, et simplement se réfugier dans l'instant présent. On va commencer par prendre une grande inspiration en laissant l'air remplir nos poumons et en relâchant toutes les tensions à l'expire. Une deuxième fois, en gonflant le ventre et en relâchant tout le stress à l'expire. Si ce n'est déjà fait, adoptez une position confortable, mettez-vous à l'aise et laissez tout le reste de côté. Je vais vous demander dans un premier temps de porter votre attention sur votre visage et d'en relâcher tous les petits muscles. Ceux de la mâchoire, ceux du front, ceux de la lèvre supérieure et de la bouche, l'espace entre vos deux sourcils, les paupières. Assurez-vous que votre visage soit entièrement relâché. À présent, laissez cette détente se manifester par une couleur que vous trouvez agréable. Le violet par exemple, et se propager progressivement au reste de votre corps, en commençant par la nuque, le cou et les épaules, pour descendre lentement, progressivement, et arriver jusqu'à la pointe de vos pieds. Je vous laisse quelques instants pour laisser cette détente se propager et porter simplement votre attention sur votre corps. À présent que votre corps est entièrement détendu, portez simplement votre attention sur votre respiration.
observant simplement la manière dont votre corps inspire et expire. Les mouvements que cela provoque. Les variations de température à l'inspire et à l'expire. Observez simplement le flux de votre respiration, calmement, en douceur. Observez les appuis de votre corps avec le matelas et appréciez le fait d'être simplement là, dans le calme, en paix. Continuez de porter votre attention sur votre respiration et sentez comme la détente s'installe davantage à chaque expire. Vous êtes calme et détendu. L'histoire du soir. Guy de Maupassant, au printemps. Lorsque les premiers beaux jours arrivent, que la terre s'éveille et reverdit, que la tiédeur parfumée de l'air nous caresse la peau, entre dans la poitrine, semble pénétrer au cœur lui-même, il nous vient des désirs vagues de bonheurs indéfinis, des envies de courir, d'aller au hasard, de chercher aventure, de boire du printemps. L'hiver ayant été fort dur l'an dernier, ce besoin d'épanouissement fut au mois de mai comme une ivresse qui m'envahit, une poussée de sève débordante. Or, en m'éveillant un matin, j'aperçus par ma fenêtre au-dessus des maisons voisines la grande nappe bleue du ciel tout enflammée de soleil. Les bonnes chantaient à tous les étages, une rumeur gaie montait dans la rue, et je sortis, l'esprit en fête, pour aller je ne sais où. Les gens qu'on rencontrait souriaient, un souffle de bonheur flottait partout dans la lumière chaude du printemps revenu. On eût dit qu'il y avait sur la ville une brise d'amour répandue, et les jeunes femmes qui passaient en toilette du matin, portant dans les yeux comme une tendresse cachée et une grâce plus molle dans la démarche, m'emplissaient le cœur de trouble. Sans savoir comment, sans savoir pourquoi, j'arrivai au bord de la Seine. Des bateaux à vapeur filaient vers Suresnes, et il me vint soudain une envie démesurée de courir à travers les bois. Le pont de la Mouche était couvert de passagers, car le premier soleil vous tire malgré vous du logis, et tout le monde remue, va, vient, cause avec le voisin. C'était une voisine que j'avais, une petite ouvrière sans doute avec une grâce toute parisienne, une mignonne tête blonde sous des cheveux bouclés aux tempes, des cheveux qui semblaient une lumière frisée, descendaient à l'oreille, couraient jusqu'à la nuque, dansaient au vent, puis devenaient plus bas un duvet si fin, si léger, si blond,
qu'on le voyait à peine, mais qu'on éprouvait une irrésistible envie de mettre là une foule de baisers. Sous l'insistance de mon regard, elle tourna la tête vers moi, puis baissa brusquement les yeux, tandis qu'un pli léger comme un sourire prêt à naître, enfonçant un peu le coin de sa bouche, faisait apparaître aussi là ce fin duvet soyeux et pâle que le soleil dorait un peu. La rivière calme s'élargissait. Une paix chaude planait dans l'atmosphère, et un murmure de vie semblait emplir l'espace. Ma voisine releva les yeux, et cette fois, comme je la regardais toujours, elle sourit décidément. Elle était charmante ainsi, et dans son regard fuyant, 1000 choses m'apparurent, 1000 choses ignorées jusqu'ici. J'y vis des profondeurs inconnues, tout le charme des tendresses, toute la poésie que nous rêvons, tout le bonheur que nous cherchons sans fin. Et j'avais un désir fou d'ouvrir les bras, de l'emporter quelque part pour lui murmurer à l'oreille la suave musique des paroles d'amour. J'allais ouvrir la bouche et l'aborder quand quelqu'un me toucha l'épaule. Je me retournai surpris et j'aperçus un homme d'aspect ordinaire, ni jeune ni vieux, qui me regardait d'un air triste. « Je voudrais vous parler, dit-il. » Je fis une grimace qu'il vit sans doute, car il ajouta « C'est important. » Je me levai et le suivis à l'autre bout du bateau. « Monsieur, reprit-il, quand l'hiver approche avec l'effroi, la pluie et la neige, votre médecin vous dit chaque jour « Tenez-vous les pieds bien chauds, gardez-vous des refroidissements, des rhumes, des bronchites, des pleurésies. Alors, vous prenez 1000 précautions. Vous portez de la flanelle, des pardessus épais, des gros souliers, ce qui ne vous empêche pas toujours de passer 2 mois au lit. Mais quand revient le printemps avec ses feuilles et ses fleurs, ses brises chaudes et amollissantes, ces exhalaisons des champs qui vous apportent des troubles vagues, des attendrissements sans cause, il n'est personne qui vienne vous dire « Monsieur, prenez garde à l'amour. » Il est embusqué partout. Il vous guette à tous les coins. Toutes ses ruses sont tendues, toutes ses armes aiguisées, toutes ses perfidies préparées. Prenez garde à l'amour. Prenez garde à l'amour, il est plus dangereux que le rhume, la bronchite ou la pleurésie. Il ne pardonne pas et fait commettre à tout le monde des bêtises irréparables. Oui, monsieur, je dis que chaque année le gouvernement devrait faire mettre sur les murs de grandes affiches avec ces mots. Retour du printemps, citoyens français, prenez garde à l'amour. De même qu'on écrit sur la porte des maisons, prenez garde à la peinture. Eh bien, puisque le gouvernement ne le fait pas, moi je le remplace et je vous dis, prenez garde à l'amour, il est en train de vous pincer. Et j'ai le devoir de vous prévenir comme on prévient en Russie un passant dont le nez gèle. Je demeurai stupéfait devant cet étrange particulier et prenant un air digne. « Enfin, monsieur, vous me paraissez vous mêler de ce qui ne vous regarde guère. » Il fit un mouvement brusque et répondit. « Si je m'aperçois qu'un homme va se noyer dans un endroit dangereux, il faut donc le laisser périr. Tenez, écoutez mon histoire, et vous comprendrez pourquoi j'ose vous parler ainsi. C'était l'an dernier à pareille époque. Je dois vous dire d'abord, monsieur, que je suis employé au ministère de la Marine, où nos chefs, les commissaires,
prennent au sérieux leur galon d'officiers plumitifs pour nous traiter comme des gabiers. Ah, si tous les chefs étaient civils, mais je passe. Donc, j'apercevais de mon bureau un petit bout de ciel tout bleu, où volaient des hirondelles, et il me venait des envies de danser au milieu de mes cartons noirs. Mon désir de liberté grandit tellement que malgré ma répugnance, j'allais trouver mon singe. C'était un petit grincheux toujours en colère. Je me dis malade, il me regarda dans le nez et cria « Je n'en crois rien, monsieur, enfin, allez-vous-en. Pensez-vous qu'un bureau peut marcher avec des employés pareils ?» Mais je filais, je gagnais la Seine. Il faisait un temps comme aujourd'hui, et je pris la mouche pour faire un tour à Saint-Cloud. Ah, monsieur, comme mon chef aurait dû m'en refuser la permission. Il me sembla que je me dilatais sous le soleil. J'aimais tout. Le bateau, la rivière, les arbres, les maisons, mes voisins, tout. J'avais envie d'embrasser quelque chose, n'importe quoi. C'était l'amour qui préparait son piège. Tout à coup, au Trocadéro, une jeune fille monta avec un petit paquet à la main et elle s'assit en face de moi. Elle était jolie, oui, monsieur. Mais c'est étonnant comme les femmes vous semblent mieux quand il fait beau, au premier printemps. Elles ont un capiteux, un charme, un je ne sais quoi, tout particulier. C'est absolument comme du vin qu'on boit après le fromage. Je la regardais, et elle aussi, elle me regardait. Mais seulement de temps en temps, comme la vôtre tout à l'heure. Enfin, à force de nous considérer, il me sembla que nous nous connaissions assez pour entamer conversation. Et je lui parlais. Elle répondit. Elle était gentille comme tout, décidément. Elle me grisait, mon cher monsieur. À Saint-Cloud, elle descendit. Je la suivis, elle allait livrer une commande. Quand elle reparut, le bateau venait de partir. Je me mis à marcher à côté d'elle, et la douceur de l'air nous arrachait des soupirs à tous les deux. « Il ferait bien bon dans les bois, » lui dis-je, « si nous allions y faire un tour. Voulez-vous, mademoiselle ?» Elle me guetta en dessous d'un coup d'œil rapide, comme pour bien apprécier ce que je valais. Puis après avoir hésité quelque temps, elle accepta. Et nous voilà côte à côte au milieu des arbres. Sous le feuillage un peu grêle encore, l'herbe haute, drue, d'un vert luisant comme vernis, était inondée de soleil et pleine de petites bêtes qui s'aimaient aussi. On entendait partout des chants d'oiseaux. Alors, ma compagne se mit à courir en gambadant, enivrée d'air et d'effluves champêtres. Et moi, je courais derrière en sautant comme elle, et tombait, monsieur, par moments. Puis elle chanta éperdument mille choses, des airs d'opéra, la chanson de Musette. La chanson de Musette, comme elle me sembla poétique alors. Je pleurais presque. Oh, ce sont toutes ces balivernes-là qui nous troublent la tête. Ne prenez jamais, croyez-moi, une femme qui chante à la campagne, surtout si elle chante la chanson de Musette. Elle fut bientôt fatiguée et s'assit sur un talus vert. Moi, je me mis à ses pieds et je lui saisis les mains, ses petites mains poivrées de coups d'aiguille, et cela m'attendrit. Je me disais, voici les saintes marques du travail. Ah, monsieur, savez-vous ce qu'elles signifient, les saintes marques du travail? Elles veulent dire tous les commérages de l'atelier, les polissonneries chuchotées,
l'esprit souillé par toutes les ordures racontées, la chasteté perdue, toute la sottise des bavardages, toute la misère des habitudes quotidiennes. Puis nous nous sommes regardés dans les yeux longuement. Oh, cet œil de la femme, quelle puissance il a, comme il trouble, envahit, possède, domine, comme il semble profond, plein de promesses, d'infini. On appelle cela se regarder dans l'âme. Oh monsieur, quelle blague! Si l'on y voyait dans l'âme, on serait plus sage, allez. Enfin, j'étais emballé, fou. Je voulus la prendre dans mes bras. Elle me dit « Abat les pattes ». Alors, je m'agenouillai près d'elle et j'ouvris mon cœur. Je versai sur ses genoux toutes les tendresses qui m'étouffaient. Elle parut étonnée de mon changement d'allure et me considéra d'un regard oblique comme si elle se fût dit « Ah, c'est comme ça qu'on joue de toi, mon bon. Eh bien, nous allons voir. » En amour, monsieur, nous sommes toujours des naïfs, et les femmes des commerçantes. J'aurais pu la posséder sans doute, j'ai compris plus tard ma sottise. Mais ce que je cherchais, moi, ce n'était pas un corps, c'était de la tendresse, de l'idéal. J'ai fait du sentiment quand j'aurais dû mieux employer mon temps. Dès qu'elle en eut assez de mes déclarations, elle se leva et nous revînmes à Saint-Cloud. Je ne la quittai qu'à Paris. Elle avait l'air si triste depuis notre retour que je l'interrogeai. Elle répondit « Je pense que voilà des journées comme on n'en a pas beaucoup dans sa vie. » Mon cœur battait à me défoncer la poitrine. Je la revis le dimanche suivant, et encore le dimanche d'après, et tous les autres dimanches. Je l'emmenai à Bougival, Saint-Germain, Maison Lafitte, Poissy, partout où se déroulent les amours de banlieue. La petite coquine, à son tour, me la faisait à la passion. Je perdis enfin tout à fait la tête, et 3 mois après, je l'épousai. Que voulez-vous, monsieur? On est employé seul, sans famille, sans conseil. On se dit que la vie serait douce avec une femme, et on l'épouse, cette femme. Alors, elle vous injurie du matin au soir, ne comprend rien, ne sait rien, jacasse sans fin, chante à tue-tête la chanson de Musette. Oh, la chanson de Musette, quelle scie! Se bat avec le charbonnier, raconte à la concierge les intimités de son ménage, confie à la bonne du voisin tous les secrets de l'alcôve, débine son mari chez les fournisseurs. Et à la tête farcie d'histoires si stupides, de croyances si idiotes, d'opinions si grotesques, de préjugés si prodigieux, que je pleure de découragement, monsieur, toutes les fois que je cause avec elle. Il se tut, un peu essoufflé et très ému. Je le regardais, pris de pitié pour ce pauvre diable naïf, et j'allais lui répondre quelque chose quand le bateau s'arrêta. On arrivait à Saint-Cloud. La petite femme qui m'avait troublé se leva pour descendre. Elle passa près de moi en me jetant un coup d'œil de côté avec un sourire furtif, un de ces sourires qui vous affolent, puis elle sauta sur le ponton. Je m'élançai pour la suivre, mais mon voisin me saisit par la manche. Il m'empoigna par les pans de ma redingote et il me tirait en arrière en répétant « Vous n'irez pas » d'une voix si haute que tout le monde se retourna. Un rire courut autour de nous et je demeurai immobile, furieux, mais sans audace devant le ridicule et le scandale.
et le bateau repartit. La petite femme restée sur le ponton me regardait m'éloigner d'un air désappointé, tandis que mon persécuteur me soufflait dans l'oreille en se frottant les mains. Je vous ai rendu là un rude service. Allez. Bonne nuit. Bonne nuit.